Chapitre 13. La belote. Monsieur Paul s'était finalement installé en douceur à la pension Margoni. L'inquiétude, qu'il avait taraudée et fait passer une journée à arpenter Paris, le regard fermé, se posant mille et une questions, avait laissé la place à une tranquillité attentive. De tout temps, afin de soulager sa mémoire, il avait consigné ses observations sur le carnet en cuir carmin. Il continuait, c'est tout. Il éprouvait la curieuse sensation d'avoir pris un train pour une destination et de se retrouver à un endroit tout à fait imprévu. Il avait donc décidé de faire confiance au destin, de se laisser porter par les événements, tout en demeurant vigilant. Il prenait son petit déjeuner tôt le matin, puis partait en balade dans la capitale qu'il n'avait jamais vraiment visitée, trop absorbé qu'il était par son métier. Mais à présent, le temps ne s'écoulait plus de la même manière. Le temps prenait son temps. Il s'étirait au gré de sa fantaisie. Il abordait, avec une curiosité jubilatoire, une nouvelle période de son existence. On pourrait même dire une autre vie. Souvent, il avait entendu des personnes parler de leur première, deuxième, troisième vie. Cette réflexion le laissait toujours perplexe. Une vie, on n'en a qu'une. Aujourd'hui, à l'heure de la retraite, à l'heure où les événements ralentissent, il comprend que les vies peuvent se succéder et ouvrir des horizons passionnants. Ce jour-là, en rentrant de son déjeuner, il se heurta à Mona qui lui proposa un café en terrasse. Bonne idée. L'été est toujours aussi chaud. Monsieur Paul pose son panama sur la table en fer. Il a la tête vide. Il ne pense pas. Il attend son café. Il entend le ronron lointain des moteurs des bateaux qui passent sur la Seine, le bruit du percolateur, celui des ballerines de Mona sur le parquet. Il doit avoir l'air bête avec son sourire béat. Tant pis. Mona pose la tasse de café sur la petite table. Ah, l'odeur du café. Elle lui rappelle les matins ensoleillés chez sa mère. Ne pas parler de sa mère à cette jeune fille, ça ferait vieux. Je peux m'asseoir ? Et comment ? Déguster un café parfumé pendant qu'une jeune fille charmante sirote son diabolo fraise en face de vous ? Que demander de plus à la vie ? Rien. C'est le bonheur. Il perçoit enfin les prémices de cette rareté après laquelle tout être humain normalement constitué cavale. Elle a relevé ses cheveux blonds en queue de cheval et noué un ruban bleu ciel au sommet. Ruban assorti à son chemisier à manches ballon. Elle a un goût parfait, cette petite. Vous savez jouer à la belote ? Demande Mona. Monsieur Paul ne s'attendait pas à cette question. La belote, la belote. Il savait y jouer il y a longtemps. Il a un peu oublié les règles. Il avoue à la jeune fille qu'il était plutôt doué pour la cuisine, qu'il se débrouillait pas mal en pâtisserie, mais qu'il n'a jamais été ce qu'on peut appeler le roi de la belote. Pas besoin d'être le roi pour y jouer. C'est vrai. Mona a raison. Les jeunes gens ont souvent raison, parce qu'ils ne s'encombrent pas d'idées reçues. Mona va au pied de l'escalier et appelle. Lily, Socrate, vous venez ? On se fait une petite partie ? La porte de la chambre de Lily s'ouvre brutalement. Une partie de quoi ? Socrate est déjà au rez-de-chaussée, l'œil brillant. Une partie de hockey sur glace. Mais non, ma petite pomme rainette, une partie de belote. C'est bien ça. Mona est allée chercher le jeu de cartes. Je me mets avec Monsieur Paul. Comme ça, si je fais des bêtises, je suis sûre de pas me faire engueuler. Arrête de dire des gros mots. Je vais te renvoyer chez ta mère, un de ces quatre, ça va pas traîner. Vous le dites, mais vous le ferez pas. D'abord, je retournerai jamais chez ma mère. J'aime pas son nouveau fiancé. Et lui, il m'aime un peu trop. Pas de commentaires. Tout le monde s'installe. Socrate distribue les cartes. Le silence se fait autour de la table. Chacun regarde son jeu d'un air pénétré. Atout carreau. Mona pousse des cris de joie. Elle a une longue à carreau, le valet, l'as et le 9.
De quoi mettre les autres capots pour peu que M. Paul se concentre. C'est à Socrate de commencer. Elle fixe longuement son jeu sans se décider. Lily déteste jouer avec Socrate qui hésite, tergiverse, prend un temps de sénateur à chaque fois qu'elle abat une carte sur la table. Elle prétend que son thème astral ne lui est pas favorable, elle est Gémeaux, ascendant Balance, 2 signes doubles. Ce qui veut dire qu'elle ne sait pas prendre de décision rapide pour les choses sans importance. Vous parlez d'un argument. Elle finit par jeter le roi de pique sur la table. Incroyable. Incroyable. Mona s'est levée comme un diable qui sort de sa boîte. Elle court derrière le comptoir, ouvre un tiroir et revient en brandissant une photo. Regardez. Regardez comme Monsieur Lucien ressemble au roi de pique. La même tête. La même tête. La foudre serait entrée par la fenêtre, l'effet n'aurait pas été plus grand. Lily saisit la photo. C'est bien Lucien. Où t'as eu cette photo? C'est Valentin qui me l'a donnée. Il a même dit « Heureusement, je ressemble à ma mère ». Il a raison parce qu'il est plutôt moche sur cette photo, votre mari. Enfin, je veux dire, pas très joli, quoi. Le rouge est monté aux joues de Lily. On peut rester 5 minutes sans parler de Lucien? Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation? On ne va tout de même pas passer l'après-midi sur son portrait. Elle se retourne brusquement vers M. Paul. Ça vous passionne la tête de mon mari? Dites-le. Je vais chercher les albums de photos au grenier et on se fait une petite partie, trombinoscope et nostalgie. Ça risque d'être très rigolo. M. Paul est éberlué. Il reste la bouche ouverte, stupéfait. Socrate vient au secours de Mona. Elle a dit ça comme ça, la petite. Alors, t'as dit ça comme ça. Et d'abord, pourquoi elle a dit ça comme ça? Hein? Et toi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves ou tu joues? Ah oui, c'est à Socrate de jouer. Le premier pli est pour Lily et Socrate. Légère détente. Je suis comme vous, Monsieur Paul. Ça m'est égal de perdre. Alors, on dit que Socrate et moi, on a gagné, et on ne joue pas. Si, jouons. Temporise M. Paul. Silence. C'est à Lily de jouer. Elle regarde Socrate qui l'ignore avec superbe. Pas de signe d'amitié, rien. Entre copines de longue date, on peut s'entraider, surtout à la belote, ce petit jeu sans importance. Qu'est-ce qu'il y avait dans le dernier pli? Je ne me souviens plus. Et Lily de retourner avec aplomb le dernier pli. Ce n'est pas très réglementaire de regarder le dernier pli. Je dirais même que c'est interdit. Fait observer M. Paul. Lily jette son jeu sur la table et se retourne face à l'impertinent. Chez vous peut-être, mais chez moi, à Paris, tout le monde regarde le dernier pli. Chez moi, C'est où chez vous? On l'a mal élevée, cette gamine-là. On ne pose pas de questions indiscrètes à des personnes qu'on ne connaît pas. Excusez-la, monsieur Paul, sa mère ne lui a rien appris. Faut pas dire ça. Elle m'a appris à dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Et ne te couche pas, même si le monsieur te le demande gentiment. Voilà ce qu'elle m'a appris, ma mère. Elle a raison, la gamine. Vous débarquez chez moi comme une fleur pour me donner des leçons de belote à 3 heures de l'après-midi, et on ne sait même pas qui vous êtes, ni d'où vous venez. C'est vrai ce que dit Lily. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Léger flottement. M. Paul tout saute. je travaillais, comme tout le monde. À quoi? J'étais Vous étiez quoi? couturier. Comme Christian Dior? Pas tout à fait. Couturier, le masculin de couturière. Je cousais pour les dames. Pourquoi a-t-il dit couturier? Il sent le rouge lui monter aux joues. Couturier, quelle idée étrange. Il aurait pu dire prof de maths ou notaire, à la rigueur chef comptable. Mais couturier. M. Paul se demande s'il n'est pas en train de perdre le sens commun. Socrate lui lance un regard étonné. Depuis quand? Depuis toujours. S'obstine notre homme. Cette nouvelle, pour le moins étonnante, fait la joie de Mona. S'il est couturier, il va pouvoir lui faire des robes avec des petites bretelles et un grand décolleté plongeant dans le dos. Vu qu'elle a un très joli dos, ça tombe bien. Elle peut même le montrer si M. Paul veut se rendre compte par lui-même. Lily tape du poing sur la table. On ne montre pas son dos à un monsieur sous prétexte que le dit monsieur se prétend cousette. Il ne se prétend pas, il est, réaffirme notre homme, et de s'embarquer dans des explications toutes familiales. Ma mère avait un atelier de couture.
Je l'ai regardé travailler et j'ai fait pareil. À vous de jouer, Lily. Un temps. La belle, après un regard dubitatif, lance son as de trèfle sur la table, sûre de ramasser le pli. Et M. Paul de couper avec un malheureux 7 de carreau. Mais l'atout, c'est l'atout, même s'il est petit. Désolé. S'excuse le soi-disant couturier. Ce désolé hypocrite fait sortir Lily de ses gonds. Jouer en pleine canicule à la belote avec un pensionnaire passe encore, mais se faire couper un as dès le deuxième pli par un misérable petit 7 est au-delà de la patience de la bouillante Lily. Tricheur! Vous n'êtes qu'un tricheur! Et ma mère ceci, ma mère cela, on endort les adversaires avec des chichis et des blablas, et vous en profitez pour tricher! Je ne voulais pas vous louer de chambre. Je savais que tout ça finirait mal. Vous avez triché, vous avez regardé mon jeu par-dessus mon épaule. Pardonnez-moi, Lily, je n'ai pas regardé par-dessus votre épaule. J'ai regardé votre épaule. Ce qui n'est pas du tout la même chose. J'ai même pensé... Qu'est-ce que vous avez pensé? Allez, dites-le! J'ai pensé... c'est difficile à dire. Vous avez pensé, il fait chaud, tout le monde somnole, alors elle a oublié que c'était à tout carreau, je la laisse jouer son as de trèfle, et paf, j'abats mon malheureux petit 7 de rien du tout, voilà ce que vous avez pensé. Pas du tout. J'ai pensé à Ingres, à un tableau de Ingres, la grande odalisque. Ingres a donné à la chair à la fois toute sa transparence et sa plénitude. L'épaule se laisse aller, le sein est à peine deviné, le pli du bras attire la caresse et au-dessus, ce visage, à la fois étonné et sensuel. La bouche est petite, pulpeuse, le regard est droit, sans arrogance, l'oreille parfaite et le cou étiré appellent à la volupté. La chaleur de la peau est palpable, son odeur vous monte à la tête. Voilà à quoi vous me faites penser, Lily. Coup de tonnerre. Lily reste un instant la bouche ouverte, victime d'une crédulité absolue. Elle est belle dans sa candeur, pense M. Paul. Mona et Socrate sont tétanisés. Lily se lève en faisant tomber sa chaise. Elle est au bord des larmes, la gorge nouée, sa voix tremble. Tricheur! Espèce de sale tricheur! Vous essayez de détourner la conversation. Pourquoi vous me parlez de mon épaule, hein? Vous allez chercher une chambre ailleurs. Vite fait, bien fait. Allez, du balai, hop, du balai. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton, vous entendez? Personne! Elle monte l'escalier en faisant vibrer chaque marche. On entend claquer la porte de sa chambre. Silence autour de la table. Mona et Socrate restent bêtement les cartes à la main. Je suis désolé pour cet incident. Qu'est-ce qui vous a pris? Je ne sais pas, c'est la première fois que je dis des choses pareilles. Enfin, des choses... Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Le manque d'habitude, sans doute. Vous n'avez jamais fait de compliments à votre femme? Je n'ai pas de femme, Vous êtes vieux garçon? en quelque sorte. Vous auriez dû vous exercer avant de commencer avec ce porc-épic de Lily. Vous démarrez mal dans la carrière, mon pauvre ami. Je suis navré, vraiment navré. Lily, elle n'a peut-être pas compris ce que vous vouliez dire exactement. Vous en pensez quoi, Socrate? J'en pense que je ne l'ai jamais vue dans un état pareil, ma copine. Sauf quand Lucien a disparu. Elle pleurait tout le temps. Lucien qui est parti un 11 novembre, le jour de l'armistice. Drôle d'idée, non? C'est en novembre qu'il y a le plus de suicides, de disparitions, de meurtres et toutes ces choses qui font peur la nuit. À cause du temps, du brouillard. On croit que le soleil ne reviendra plus jamais, alors on a le blues. C'est peut-être pour ça qu'il y a un défilé ce jour-là, avec la fanfare et les trombones. C'est pour redonner le moral aux gens, pour ne plus qu'ils soient tristes, et pour qu'ils ne se flinguent pas tous au bout du compte. Cependant, Lucien ne s'est pas flingué, comme dit Mona, fait observer M. Paul. Non, il est parti. Et Socrate, était-elle là, physiquement présente, ce fameux 11 novembre? Non.
Mais c'est Lily qui lui a raconté. Il a pris sa valise, il a ouvert la porte, il est sorti sur le seuil, s'est arrêté un instant, puis a disparu sans se retourner. Et on ne l'a jamais revu. Valentin a cru apercevoir son père dans la forêt. Un vieil homme, a-t-il dit, imbibé de bière. Socrate est formel, ça ne pouvait pas être Lucien, il a toujours été au rouge. Il disait même que la bière, c'était bon pour les Belges. Le mystère reste entier. Depuis l'épisode de l'épaule et de la grande odalisque, M. Paul a pris un peu de recul. Il n'ose plus s'approcher de Lily. Il craint de la frôler, comme si elle brûlait de partout. Il n'a pas fermé l'œil la nuit qui a suivi sa déclaration intempestive. Il s'est retourné 50 fois dans son lit, en proie à des affres terribles. Il a entendu sonner toutes les heures à Notre-Dame. Pourquoi a-t-il dit toutes ces choses étonnantes et si intimes? Il ne sait pas. Les mots s'échappaient comme s'il n'y était lui-même pour rien. Il ne pouvait pas les retenir. C'était un flux irrépressible. Il s'entendait parler, les mots lui semblaient si justes et en même temps, il aurait voulu être à des milliers de kilomètres. En Mauritanie, en plein milieu du désert ou au fin fond de l'Alaska, en pleine tempête de neige quand le soir commence à tomber et que vous êtes perdu dans cette immensité angoissante. Mais non, il n'avait pas bougé de sa chaise. Et il continuait de prononcer des mots tendres à une dame qu'il connaissait à peine. Le lendemain matin, il n'a pas pris son petit déjeuner à la pension, il est allé se perdre dans la ville. Oh, pas bien loin. Passé le pont de la Tournelle, il s'est réfugié dans un bistrot de l'île Saint-Louis, juste à l'angle de la rue des Deux Ponts. Il s'est installé à la terrasse et a avalé 3 cafés bien noirs d'affilée, histoire de se remettre la tête à l'endroit. Le garçon le regardait un peu en biais. Il lui a même proposé de l'aspirine. C'est dire qu'il devait avoir une mine défaite. Il a tout de même opté pour un croissant au beurre. Il a sorti son carnet de sa poche de chemise et s'est mis à écrire. Les mots se bousculaient. Il avait de la peine à maîtriser sa pensée. Alors, il a fermé le calepin en cuir carmin. Il le reprendra ce soir, au calme. Il a regardé les gens passer, des touristes qui flânaient. Et ça lui a fait un bien fou, ces inconnus qui défilent, qui ne font pas attention à lui, et surtout, qui ne savent pas. Ils ignorent que la veille, cet homme à l'aspect débonnaire a fait une déclaration à la belle Lily. Ça y est, il a mis un mot sur ses propos. C'est une déclaration, d'amour même. Il faut se rendre à l'évidence. Comment reparaître aujourd'hui? Dire des choses banales, se montrer courtois, bien élevé. Si sa mère le voyait, et sa tata Marie-Hélène, elle qui devinait tout, elle oserait lui dire la vérité en face. « Mon petit Paul, tu es amoureux. » Et voilà le travail. Il est amoureux, à son âge. Il ignorait ce que c'était, et bien maintenant il est au courant. Il ne sait pas s'il faut se réjouir ou se lamenter, ou bien prendre sa valise et s'enfuir au bout du monde, histoire de se changer les idées. Et surtout de dissimuler. À qui? Mais à tout le monde. À Lily pour commencer. Que faire? Rentrer à la pension et faire son bagage? Poser de l'argent sur le comptoir avec un mot correct et respectueux pour la maîtresse de maison et les autres? Impossible. Il ne peut pas s'en aller comme un lâche. De toute façon, il doit rester. C'est indispensable. Il rouvre le calepin et note « Je reste ». Mais alors, comment se comporter? Il pourrait peut-être demander à son ami Georges. Avec une femme et 6 enfants à la clé, on doit savoir comment régler ce genre de situation. L'ennui, c'est qu'avec Georges, ils n'ont jamais eu de conversation intime. Avec personne d'autre non plus. Il n'aime pas s'épancher, se raconter, se répandre. Ça lui semble indécent. Et pour parler de quoi? De lui-même? C'est si peu intéressant.
Sa vie entière, il l'a consacrée à son travail. Il en était parfois obsédé. Mais c'était naturel. Pas de femme, pas d'enfant pour venir gripper ce merveilleux engrenage. Et lorsque M. Paul se retourne sur sa vie passée, il ne regrette rien. Il en est content. C'est ça qu'il voulait. Travailler. Aujourd'hui, il a décroché. Enfin, presque. Voilà maintenant une semaine qu'il est installé dans la maison, et il lui semble qu'il a toujours vécu dans cet endroit, que ces gens font partie de sa vie profonde. En quittant le café de la rue des Deux Ponts, M. Paul est plus serein. Il a décidé de téléphoner à Georges et d'essayer de lui parler. Essayer, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il va pouvoir lui dire ? Il n'en a pas la moindre idée, mais cette résolution le soulage.